La communauté internationale, très souvent, a des dogmes. Elle traite avec les autorités en place. Elle ne peut pas devancer les revendications d'une opposition aussi juste soit les revendications de cette opposition. Donc, la puissance, la force des revendications de l'opposition dépendent de la fermeté et de la détermination de cette même opposition. Et c'est ça la ligne de la communauté internationale. Et à votre avis, comment ça peut... Oui. Par exemple, pour être plus précis, ils ont fait appel aux Nations Unies pour être facilitateurs dans le cadre de ce dialogue. Mais déjà, Weimar était disqualifié par les services des Nations Unies. Donc c'est pour dire que les Nations Unies ne jouent ici qu'un rôle de facilitateur pour amener les deux parties à se retrouver ensemble et à signer un accord qui leur convient en toute indépendance. Ce n'est pas la communauté internationale qui a imposé une stratégie ou des accords, ce sont les acteurs guinéens qui se sont mis d'accord par rapport à une feuille de route. En acceptant Weimar, en acceptant Sabari et en acceptant d'aller à des élections sans pour autant avoir des garanties sérieuses de la fiabilité et de la volonté de la gouvernance d'Alpha Condé de respecter ces 10 accords. Et malheureusement, aujourd'hui on peut le dire, le recensement complémentaire a été une faillite. Vous l'avez vécu sur le terrain. Ça n'a pas eu, disons, l'aspect et ça n'a pas été organisé de manière sérieuse. Le vote des Guinéens de l'extérieur qui a été fixé au 24 septembre, en catimini, ils le disent maintenant, ce sera le 22 septembre, date fixée pour le vote des Guinéens de l'extérieur. Là aussi, ça n'a pas tellement... Il n'y a pas de révision, c'est le même fichier de 2010. Et fondamentalement, vous verrez ce que vous allez voir, il n'y a rien de sérieux par rapport à ce qui était considéré comme des acquis. Et les Guinéens se sont rendus compte que cela aussi, il n'y a pas de sérieux. Bon, on verra ce qui va se passer le 24 septembre. Mais je dois dire que fondamentalement, ceux qui ont pris la responsabilité d'engager les forces démocratiques dans cette aventure où seul M. Alpha Condé serait gagnant, auront à rendre compte à la population et auront des comptes à rendre à la Guinée parce qu'ils auront contribué à asseoir les bases d'une dictature qui va faire regresser encore davantage la Guinée. Mais est-ce qu'il n'était pas un peu fatigué de lutter? On se rappelle que la dernière marche, c'était le 13 mars. Il y a eu quand même un cafouillage au niveau de Bambeto jusqu'à présent. Les gens se posent des questions. Est-ce que ce sont réellement les militants de l'opposition qui ont jeté des pierres contre les leaders? Vous vous rappelez que l'opposition voulait marcher sur l'autoroute, le gouvernement ne le voulait pas. Il y a eu reculade au niveau, n'est-ce pas, au niveau de la ruelle qui mène vers l'aéroport. Et l'opposition a reculé. Finalement, il y a eu un cafouillage à ce niveau. Est-ce que ce n'était pas quand même une capitulation à ce niveau face aux militants de plus en plus exigeants face à leurs leaders? Est-ce que c'était quand même pas le moment de mettre halte, d'arrêter justement ces marches et manifestations pour éviter de se faire, n'est-ce pas, attaquer par ses propres militants? C'était exactement le 23 mai. Ok. C'était un tournant majeur parce que les militants en avaient assez d'être systématiquement éliminés, tués, et que le lendemain on recommence comme si de rien n'était. Et les militants de l'UFDG notamment savaient que lorsqu'on continuait à faire les marches en traversant la commune de Ratoma, ce serait encore des morts et des tueries contre des populations civiles.
et plusieurs jours d'instabilité dans les quartiers. Sûr. Et il savait que le régime d'Alpha Condé veut stigmatiser cette zone et il n'a pas hésité à la présenter comme un ghetto. C'est-à-dire que tout est permis dans le ghetto, tuer les gens, les massacrer. C'est la raison pour laquelle les militants ont exigé que désormais que la marche se fasse sur l'axe de l'autoroute pour préserver la quiétude sociale pour les populations civiles de la commune de Ratoma. Je ne peux pas rentrer dans les détails de ce que vous venez de dire, mais c'est pour indiquer qu'à ce niveau-là, ça traduisait l'exaspération des militants qui en avaient assez d'être pris pour cible par les spires de M. Alpha Condé, parce que si c'est dans Ratoma, là ils n'hésiteront pas à tuer, comme si tuer des citoyens de Ratoma, c'est comme si c'est tout à fait banal, c'est tout à fait normal. Justement, est-ce que ce n'est pas un des aspects, d'ailleurs, l'un des points importants des accords du 3 juillet? L'opposition, fatiguée d'appeler à manifestation, voit les militants se retourner contre eux. Et d'ailleurs, quelque part, on parlait d'infiltration et de manipulation. Est-ce qu'ils avaient le choix? Qu'est-ce qu'il allait faire? Est-ce qu'il allait continuer à croiser les bras et attendre la bonne volonté du pouvoir, ou aller à la première proposition de sortie de crise? Non, je vais être franc avec vous. Ils ont toujours appelé les populations à descendre dans la rue, pas pour contester la gouvernance d'Alpha Condé, mais pour revendiquer un dialogue, comme ils disent, constructif avec Alpha Condé. C'est en ça aussi qu'il y a une faute majeure. Comment peut-on faire descendre des milliers de personnes dans la rue et qu'il y ait des gens qui soient assassinés et qu'il y ait des destructions massives simplement pour revendiquer un dialogue avec un pouvoir autiste, un pouvoir qui n'hésite pas d'utiliser les moyens les plus extrêmes pour massacrer ses propres citoyens. C'est en cela que c'était une faute. Parce que la question de la gouvernance, sur le plan institutionnel, la violation de la Constitution, la violation des droits de l'homme, les massacres des populations civiles, que ce soit en forêt et ailleurs, la gouvernance de la question minière où des centaines de millions de dollars sont engloutis alors qu'on ne sait pas où est-ce que ces fonds sont amenés, ce sont des questions fondamentales qui auraient dû amener l'opposition à exiger du gouvernement des clarifications ou contester sa gouvernance politique, sa gouvernance institutionnelle, sa gouvernance financière. Mais non, on manifeste pour revendiquer un dialogue avec M. Alpha Condé. C'est en cela que c'était une faute stratégique et M. Alpha Condé les a fait traîner et ils ont abdiqué déjà avec la constitution de la CENI, où ils ont accepté que ça soit ainsi, avec l'arrivée d'un Bakary Fofana. Ils ont accepté aujourd'hui les élections, leur participation aux élections législatives, alors qu'ils n'ont jamais obtenu un gain substantiel dans le cadre des revendications essentielles qui vont dans le sens des intérêts de la Guinée et des populations. C'est en cela que je considère qu'ils n'ont fait qu'accompagner M. Alpha Condé pour installer sa dictature. Et c'est malheureux pour notre pays et c'est malheureux pour la démocratie guinéenne. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Continuer à prendre des pierres et lancer à des militaires qui n'hésitent pas de tirer et de tuer? Qu'est-ce qu'il fallait faire à votre avis? Avant d'en arriver là, il fallait déjà montrer la ligne qu'il ne fallait pas franchir à la gouvernance de M. Alpha Condé dès le début. C'est ce que j'avais fait au mois de mars-avril 2011, où lorsqu'ils ont dit qu'ils vont mettre la CENI, éliminer la CENI pour mettre en place une structure inféodée au ministère de l'administration du territoire, qu'ils vont procéder à un nouveau recensement électoral, etc., etc. J'avais dit publiquement que le gouvernement est en train de procéder à un coup d'État institutionnel. Ça, c'était dès le début qu'il fallait tracer la ligne à ne pas franchir. Mais on a laissé faire. On a arrêté des gens, on a arrêté des militaires, ils se sont tus. On a laissé faire. On a pris des pauvres citoyens qu'on a torturés, certains sont morts, ils se sont tus.
etc., etc. À partir d'un certain moment de passivité, il va de soi qu'il est difficile de faire machine arrière. À chaque fois, ce qu'ils ont réclamé, c'est un dialogue avec M. Alpha Condé. Et M. Alpha Condé, de temps en temps, leur donnait leur dialogue avec M. Alpha Condé sans que quelque chose de substantiel ne soit sur la table pour permettre de résoudre les graves problèmes, tant économiques que sociaux, que la Guinée est en train de subir aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes le 30 août 2013. Que faire? Que faire, à votre avis, pour justement améliorer les conditions de vie des Guinéens? Les Guinéens, évidemment, vous le suivez, souffrent. Qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis? Moi, je considère que les jeunes de Cancan, je reviens là-dessus, ils ont dit préfet zéro, électricité zéro, président zéro. En d'autres termes, ils ont montré la voie. Ils ne font plus confiance à la gouvernance de M. Alpha Condé pour parvenir à redresser la Guinée et lui amener un peu de bonheur aux Guinéens. Donc il faut que les Guinéens, surtout les jeunes, retroussent les manches et sachent que c'est leur destin fondamentalement qui est en jeu. Parce que c'est eux qui constituent la force vive, les forces vives du pays aujourd'hui. C'est eux qui constituent l'avenir du pays et l'avenir doit être remis sur les rails. Donc il faut qu'ils s'impliquent davantage, beaucoup plus que des autres catégories d'âge. Ça, c'est le premier élément, parce que avec M. Alpha Condé, on n'ira que de destruction en destruction, de violence en violence. Qui pouvait imaginer les massacres qu'il y a eu en Guinée forestière? Et aujourd'hui, je vais vous dire que M. Alpha Condé se prépare à élargir ce massacre sur d'autres régions du pays. J'ai dit tout à l'heure, les gardes forestiers ne sont en fait que les miliciens camouflés de Alpha Condé et à qui on a donné légalement des armes de guerre parce que, entre guillemets, ce sont des gardes forestiers. Et il a attisé la confusion entre les populations, surtout en Moyenne-Guinée. Dans les autres régions, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils poussent certains à revendiquer leurs terres sous prétexte que leurs arrière-grands-parents avaient vendu à vil prix les terres occupées par d'autres populations qui aujourd'hui appartiennent à la même collectivité, au même territoire et avec lesquels ils partagent les mêmes familles. Tout cela, une gouvernance sérieuse ne peut pas se permettre de diviser les Guinéens. Au contraire, il fallait résoudre les problèmes structurels que connaissent la Guinée, les questions d'aménagement du territoire. Et c'est cela qui n'a pas été fait. Au contraire, il est en train d'allumer le feu un peu partout au risque d'embraser tout le pays. Malheureusement, c'est une réalité que nous sommes en train de vivre. Les politiques se taisent là-dessus, alors que c'est ça qui mérite d'être mis devant la scène internationale pour que tous les Guinéens se rendent compte que notre pays est en danger. Justement, parlant de danger pour notre pays, les gens prennent souvent l'exemple du Libéria, de la République démocratique du Congo, pour dire que les mines aussi peuvent créer ces divergences politiques et entraîner un risque d'embrasement du pays. Est-ce que vous pensez que les richesses minières et autres guinéennes sont en partie la cause de ce genre de problèmes? Il peut y avoir des convoitises, mais une mauvaise gouvernance n'amène que l'instabilité. Est-ce que le régime ou bien vous, l'opposition, est-ce que vous n'êtes pas en train d'être manipulé par des officines intéressées par les richesses minières guinéennes? Non, je crois que c'est M. Alpha Condé qui est beaucoup plus manipulé par ces officines. C'est lui qui a un réseau international d'affairistes. Et vous connaissez la liste de ses amis, je n'ai pas besoin de les citer, qui grouillent un peu partout, que ce soit à Londres, que ce soit ailleurs, pour tisser des accords qui ne sont pas favorables à la Guinée. Et M. Alpha Condé est pleinement dedans. Il est totalement responsable. Pour moi, la responsabilité incombe à la Guinée seule et à ses dirigeants qui sont en train de signer et d'engager le pays dans la mauvaise direction. Il va de soi que des investisseurs cherchent toujours à profiter des meilleures opportunités. Cela va de soi, mais le gouvernement guinéen
a l'obligation d'agir dans le sens de la préservation des intérêts de la Guinée et bien entendu des investisseurs dans des accords équilibrés qui permettront à la Guinée de s'en sortir. Mais malheureusement, c'est M. Alpha Condé qui est en train de mettre tout le monde, de rouler tout le monde dans la farine. Il avait cru qu'avec les 700 millions d'euros de dollars de Rio Tinto, qu'il n'avait pas besoin de la coopération internationale. Malheureusement pour lui, quelques mois après, il était obligé de changer d'avis. Mais c'est pour dire que c'est une gestion affairiste qui est au pouvoir à Conakry et qui a des milieux affairistes sur le plan international qui l'aident dans la dilapidation de nos ressources. Et c'est cela qui est une cause majeure d'instabilité, bien entendu. Et il se donne les moyens aussi de créer lui-même l'instabilité dans son propre pays en encourageant, en instrumentalisant des milices privées et qui ne vont pas dans le cadre des lois de la République. Si là on vous demandait votre dernier mot pour boucler cet entretien. J'ai peur pour mon pays. Je suis fortement inquiet pour l'avenir de la Guinée. Je ne peux pas penser que M. Alpha Condé peut être une solution pour ramener la quiétude et la paix en Guinée. Au contraire, il constitue un danger. Je considère que tout ce qui est fait actuellement à travers ce processus dit électoral ne peut que conforter le règne de l'injustice et la consécration de la dictature en Guinée. Les Guinéens doivent y réfléchir et doivent savoir que la seule chose qui vaille aujourd'hui, c'est comme en 2007, se lever pour exiger un changement complet de gouvernance, parce que au-delà d'une conquête de pouvoir, c'est la sécurité nationale, c'est la vie des populations qui sont en danger, et de ce point de vue, tous les Guinéens sont interpellés, quel que soit le camp où ils peuvent se placer. Merci, M. Baou. Je précise que cet entretien a été réalisé au jardin du Luxembourg. Voilà, il va nous aider parce que moi je ne connais pas Paris. M. Baouri va nous dire le cadre de cette interview. Nous sommes dans le jardin du Luxembourg et devant vous, c'est le Sénat, c'est-à-dire la deuxième chambre du Parlement français. Derrière vous, vous avez la tour Montparnasse qui s'élève dans le ciel. Et c'est pour dire que ce que vous voyez là, ce sont des générations de Français qui l'ont bâti. Et pour dire que malheureusement chez nous, on ne voit pas trace de ce que d'autres ont laissé, parce qu'à chaque fois, on ne fait que détruire. On n'apporte pas de valeur ajoutée dans le patrimoine national. Des gens sont en train de construire Madina. Un beau jour, un chef d'État envoie ses loupards pour mettre le feu dans un grand marché de Madina. Ce n'est pas ça l'histoire. Ce n'est pas ça une gouvernance sérieuse. C'est une bêtise. Et malheureusement, la Guinée est habituée à la bêtise. Et c'est ça qui fait notre malheur. Et il faut que cela change. Ouais. Et je précise que dans la première partie de l'interview, on voyait de l'autre côté le Panthéon. Oui. Merci. Je rappelle que cet entretien a été réalisé avec la collaboration des amis Alpha Omar Diallo et Ibrahima Souri. Merci.